Transaction refusée. Vous avez atteint votre limite d'émission de CO2. Chers amis, bonjour et bienvenue dans l'émission À votre santé sur les différents canaux de JSF TV et Réseau International. Nous sommes le 12 janvier 2026. Le temps est hivernal. Rien de bien anormal. Chez moi, il pleut. Et en certains endroits, les boules de neige ont volé dans les cours de récréation. Alors pourquoi parler météo, me direz-vous? Ouais, vous avez raison. On va plutôt parler de ce que nos dirigeants font de la question climatique. C'est plus intéressant. Question du jour, le pass climatique, vérité ou fake news? Vous vous souvenez tous du pass sanitaire des années 2020-21 qui autorisait le kidam à aller boire un verre en terrasse, voyager ou aller voir le film Matrix 4 avec son sésame et son masque sur le nez. C'était drôle quand on y repense, ces gens parfaitement matrixés qui venaient s'identifier à Neo, interprété par Keanu Reeves. Mais c'est aussi la preuve que les dirigeants de nos pays ont un tropisme particulier pour tout ce qui peut restreindre nos libertés, et notamment liberté de mouvement, tout en s'amusant à nos dépens. Alors, allons-nous vers un pass climatique? C'est en tout cas l'avis de notre invité du jour, mais pas que. Alors certes, le climat est dans la bouche de nos dirigeants, des journalistes qui les interrogent. On est même à se demander si c'est pas notre faute à nous, simples citoyens, avec notre barbecue du dimanche ou notre feu de cheminée en décembre. Ce sujet est l'un des plus présents actuellement et pour cause. D'abord, la peur du virus qui donne la mort qui tue a disparu, tout le monde s'en fout. Sauf en ce moment, et vous avez peut-être dû le remarquer si vous franchissez la porte d'un hôpital, sauf les médecins et les infirmières qui pensent que c'est obligatoire, alors que c'est juste leur obéissance aveugle qui est facultative. Ensuite, c'est une manière bien commode de chercher à limiter nos mouvements. Alors, augmentation du carbone dans l'air. D'abord, est-ce que c'est vraiment dangereux? Bien sûr que non, spoil. Est-ce qu'on doit parler aussi des gaz à effet de serre, de la fonte des icebergs, la montée des eaux, jusqu'à faire disparaître à la fois l'ours polaire et les villes côtières? Ah oui, vraiment. Faut-il s'en inquiéter? Ou faut-il plutôt craindre ceux qui en parlent et qui actionnent des mesures censées lutter contre ces phénomènes sans pour autant se restreindre eux-mêmes? Combien de jets privés pour aller rejoindre la dernière COP30 au Brésil en novembre dernier? Et nous, citoyens français et européens, citoyens de pays qui ont un impact sur le climat proche du zéro comparativement aux géants américains et chinois, que peut-on faire? Que doit-on croire? Car voici l'heure d'avoir peur, encore une fois. Non d'un supposé virus censé décimer l'humanité, à moins d'un vaccin salvateur, puisque nos bienveillantes autorités nous ont dit qu'il n'y avait aucun traitement contre le rhume-19. Non. Ayons peur de nous-mêmes et des dégâts de ce que nous sommes capables de faire au climat. Si, puisque c'est Macron qui vous le dit. Alors, on va en parler aujourd'hui avec mon invité du jour, qui est Léo Dubois. Bienvenue à toi, cher Léo. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation, Eric. Avec joie. Je vais juste te présenter en quelques mots. Tu es étudiant en biologie à l'Université d'Aix-Marseille. Tu es auteur du livre Plus jamais ça, préfacé par le professeur Perron et sorti en 2024 aux éditions Résurgence, où tu reprends de façon à la fois succincte. Pardon, c'est? J'ai pas entendu ce que tu disais. Je disais simplement que. Non, je dis simplement que on les avait tous les deux en fait. Ah oui. Tu reprends de façon à la fois succincte et détaillée, rigoureusement sourcée, toute la crise politique, plus politique que sanitaire d'ailleurs, que nous avons traversée depuis que le monde a fait la connaissance du pangolin. Tu as aussi publié à 2 reprises dans la revue Le Banquet de notre ami Rémi de Juste Milieu, et Rémi qu'on salue au passage chaleureusement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre à ta présentation? Ou est-ce que c'est complet pour toi? Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire pour ta présentation, Léo? Eh bien, pour moi, c'est très clair, très complet. Donc, si tu veux bien, on peut continuer. Je te remercie. Oui, alors juste avant qu'on commence et qu'on présente ton diaporama que tu nous as fait exprès pour cette émission, je voudrais juste savoir, ça a dû être compliqué pour toi à la fac, qui est quand même un lieu de formatage des esprits. Ça a dû être compliqué avec tes co-étudiants et tes profs, non? Les prises de position que tu as prises pendant la période Covid. Alors, pendant le Covid, donc la période notamment 2020-2021, j'étais pas à la fac, j'étais dans un lycée en dehors du domaine universitaire, mais on était dans le domaine des études supérieures. J'étais parti à la base sur un BTS de gestion et maîtrise de l'eau, donc quelque chose qui n'avait pas trop de rapport avec la biologie, notamment
les sciences du vivant. Pendant cette période, effectivement, c'était une période très On te perd de temps en temps, j'ai l'impression, Léo. forte, on va dire, au niveau des mesures, des restrictions qui étaient mises en place. J'étais seul au début de l'année de 2020 où on a commencé avec des masques obligatoires. Et ces masques étaient obligatoires, évidemment, donc dans les salles de classe, à l'internat, mais aussi dans la cour de récréation. Et moi, la première chose qui m'a un peu percuté, c'est l'incohérence de cette mesure. Alors, admettons, partons du principe que les masques fonctionnent, à la limite, parce qu'en 2020, on n'avait pas encore trop de données sur le coronavirus tel quel, malgré qu'on avait déjà quand même un peu de recul sur le virus de la grippe, dont on sait que ça ne fonctionne pas. Et bien, le masque était obligatoire partout, sauf à un endroit où tous les étudiants sont rassemblés au même endroit, c'est-à-dire au réfectoire, à la cantine. Et là, on avait le droit de pas le mettre. Et même, voilà, on était debout, on était assis, tout le monde était confiné au même endroit. Et là, il n'y avait pas de danger. Donc le virus, lui, il fait son petit repas ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai pointé du doigt cette incohérence aux surveillants, à tout le personnel, et ils ont pris ça pour de l'insolence. D'ailleurs, à la fin de l'année, parce que moi, comme j'ai décidé de quand même de désobéir de plus en plus, c'est-à-dire en baissant le masque sous le nez, voire même en dessous de la bouche parfois. Déjà, ça m'a valu une sanction, un rapport d'avertissement, chose que je n'ai jamais eue dans toute ma scolarité. Donc, on m'a accusé de mettre en danger la vie des autres. Et en plus, on m'a accusé d'être insolent vis-à-vis du personnel, simplement parce que je pointais leurs incohérences et j'y allais un petit peu avec l'humour. Et leur dire, non, mais si vous voulez nous protéger, soyez cohérents jusqu'au bout. Voilà, à la cantine, faites quelque chose pour protéger. Mais si vous continuez à agir comme ça, en fait, vos mesures, c'est du pipeau. Hein. Voilà, donc tout ça, ça m'a valu beaucoup de pression de la part de tout le monde. Et c'était surtout en décembre 2020 où on avait la 10 ans de deuxième vague qui arrivait. Donc, J'ai l'impression qu'on t'a perdu à nouveau. La connexion a l'air d'être compliquée. Les surveillants, certains profs, y compris un chef de cantine, ils ont tous le temps porté plainte, je parle pas judiciairement, je parle envers le directeur de l'établissement. Ils sont tous de manière coordonnée sont venus se plaindre. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu au moins 3 convocations. J'ai fait tous les bureaux des CPE, donc je connais tout le monde. Et en finale, le bureau du proviseur pour m'annoncer une sanction et que si je continuais à faire ce que je faisais, tout simplement, ce sera l'exclusion définitive. Voilà. Donc, j'ai dit, ok, allez-y, envoyez-moi la sanction, l'avertissement comportement. Parce que de toute façon, je n'aurais pas dit ça, mais de toute façon, moi, je ne le prendrais pas pour une sanction. Je le prendrais au contraire comme un diplôme. Ouais, c'est un diplôme de non-soumission envers voilà, l'ordre établi. Le récit officiel. Le récit officiel, merci. Évidemment. Ah, super. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui se bougent comme ça et qui refusent de marcher au pas. Mais alors, après la crise Covid, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au climat? Alors, avec le climat, alors il faut dire que quand j'étais au lycée, donc avant 2020, j'étais l'un des premiers à croire absolument, sans recul, qu'on était dans un réchauffement climatique et qu'on aurait 4 degrés supplémentaires en 2100, voire 8 degrés selon des modèles. Mais le Covid m'a fait réfléchir, parce que quand on a eu des modélisations, notamment avec Ferguson, qui nous annonçait 500 000 morts au Royaume-Uni, donc l'équivalent aussi en France, et qu'on ne les a jamais eus, donc je me suis dit, mais en fait, les modèles ne reflètent pas la réalité. Les modèles sont peut-être basés sur des données qui existaient déjà, mais on les utilise pour appliquer des variables, appliquer des formules qui vont nous arranger. Et donc, on va pouvoir déformer la réalité. Donc, en fait, les modèles, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Et donc, quand j'ai vu ça, et je me suis dit, mais avec le climat, ça doit être la même chose. Donc, il va falloir
peut-être nuancer un peu la chose et réfléchir un peu. D'autant plus que là, depuis quelques années, je suis désolé, mais ok, on avait un sentiment de réchauffement entre 2015 et 2020, et même surtout en 2020, quand on était tous confinés, on a vu un grand soleil, il faisait super chaud. Et bien là, après le confinement, et là jusqu'à maintenant, bah, j'ai beaucoup plus froid qu'avant, je trouve. On a quand même pas mal de pluie, surtout depuis 2022, on a même battu des records absolus de précipitations sur l'année. Enfin, à un moment donné, moi, ce que je vois, c'est que, ok, on a des variations climatiques, mais ce sont juste des variations. Ça veut pas dire que ça change de manière définitive. On a des périodes plus sèches, des périodes plus chaudes, et on a des périodes moins chaudes, plus froides, comme ce que l'on vit actuellement depuis 2 ou 3 ans, des périodes plus humides, des périodes plus sèches. Donc, moi, partir de ce constat-là, bah, j'ai arrêté d'avoir peur. Et donc, je me suis dit, bon, on va pas mettre de côté à 100% l'hypothèse qu'il y ait un dérèglement en 2100, mais voilà, ça demande questionnement et controverse scientifique, parce qu'en plus de ce que j'ai vu, on est quand même loin du consensus scientifique. Il y a quand même beaucoup de chercheurs et de plus en plus, ils commencent à se lever en disant que bah, on n'est peut-être pas si sûr que ça, qu'on va tous mourir dans 2100, quoi, à cause du climat. Mais après, on va tous mourir de vieillesse, hein, évidemment. Voilà. Ça fait des années que les politiques, autant que les médias nous parlent du changement, du réchauffement climatique. Alors maintenant, ils n'osent plus trop dire réchauffement, hein. Ils parlent plutôt de changement en expliquant que s'il fait très froid, c'est parce que le climat change et devient trop chaud. Alors, lors de la crise Covid, tu as d'abord cru à de l'incompétence crasse des dirigeants de ce pays, avant même de réaliser qu'il y avait dans leurs gestes et leurs décisions quelque chose d'intentionnel, voire de machiavélique. Alors pour toi, il s'agissait de semer la confusion dans l'esprit des gens pour mieux les manipuler, c'est bien ça? Et est-ce que tu as le sentiment de retrouver les mêmes mécanismes que le Covid avec la peur sur le climat, ce que Jean-Michel Jacquemin-Raffestin nomme la climarnaque? C'est d'ailleurs le titre de son dernier livre. Et Jean-Michel Jacquemin-Raffestin nous avait fait l'honneur d'une émission il y a peu de temps que je vous invite à retrouver. Alors, est-ce que pour toi, c'est les mêmes mécanismes que durant la crise du Covid? Oui, parce que c'est vraiment les mêmes mécanismes. Parce que déjà, on essaye de dire tout et son contraire, comme on l'a fait pendant le Covid. On nous a dit mettez les masques, mettez pas les masques, confinez-vous, pas confinez. Donc les gens ne savaient plus où donner de la tête, y compris avec le pass. On nous a dit pas de troisième dose, finalement troisième dose obligatoire. Donc à un moment donné, les gens ils se disent, enfin ils deviennent un peu, enfin, ils savent plus quoi en penser. Et donc ils se disent bon bah allez hop, je suis le mouvement et je cherche pas à comprendre parce que dans tous les cas ce qu'on nous dit aujourd'hui, demain, ce sera différent. Et avec le climat, en fait, le fait de parler de dérèglement, ben, ça veut dire que à la base, on pensait que le climat va se réchauffer, donc on va aller dans le sens de plus de chaleur, plus de sécheresse, de canicule. Et finalement, là, on voit qu'il neige en hiver. Avec des épisodes parfois soutenus jusqu'en pleine. On a des vagues de froid, bon, c'est pas non plus des records absolus, mais on a quand même des vagues de froid qui sont quand même assez importantes. Et on leur dit maintenant, ben, c'est à cause du dérèglement climatique. Et donc les gens, encore une fois, ben, vont se dire, mais en fait, c'est quoi la résultante de tout ça? Et donc à un moment donné, bon, ils se disent, bon, bah, ouais, ok, dérèglement climatique. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. J'ai pas 36 mots pour qualifier ça. Et moi, quand je le vois auprès de mes camarades, même ceux qui étaient un peu sceptiques, alors au moment où moi, j'étais convaincu qu'il y avait un réchauffement climatique, et bien ces mêmes personnes-là se disent maintenant, oui, ben, il y a un dérèglement climatique, il va falloir restreindre nos libertés. Moi, j'en entends parler comme ça, hein, donc c'est quand même fou. Et en fait, leur technique de confusion fonctionne vraiment à merveille, hein, et ça continue. Alors, tu nous as préparé un petit diaporama que je vais te laisser dérouler et puis nous expliquer tout ça. Donc voilà, alors, donc voilà, vous avez mon livre Plus jamais ça que j'ai sorti l'année dernière en septembre 2024. Donc c'est sur toute la période Covid et donc je résume sur environ 750 références tous les mensonges qui ont été véhiculés pendant des années. Et il y a aussi vraiment un côté scientifique pour expliquer vraiment les dessous et que les gens comprennent un peu les mécanismes biologiques, notamment avec la vaccination. Enfin, passons. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est le climat, et notamment l'agenda 2030 avec le pass climatique. Alors,
comme l'a rappelé donc Eric, j'ai écrit 2 articles autour de ce sujet pour Le Banquet, donc de Juste Milieu. Le premier article, c'était l'agenda 2030 à la fac, donc une rentrée sous propagande universitaire, c'était le titre de mon premier article. Et le second article se concentrait surtout sur le pass climatique qui est en cours de préparation, qui potentiellement pourrait arriver à moyen terme, je trouve. Donc là, premièrement, projet de l'agenda 2030. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là? C'est que moi, à la fac, quand j'étais en 3e année de licence, nous avons eu une nouvelle unité d'enseignement qui s'appelle Développement durable. Et le sous-titre de Développement durable, c'était One Health, la fabrique des pandémies. Et notre enseignante référente de cette étude nous avait expliqué que c'était l'État français qui avait demandé à l'université d'appliquer ce programme-là parce qu'il fallait mettre en place ce genre de cours pour les jeunes générations, que ce soit au collège, lycée et université. Alors là, si on veut rentrer un peu plus dans le détail du cours, quand j'ai eu ce cours, alors la structure, c'était qu'on avait 17 cours. Donc vous voyez les 17 piliers du développement durable, donc qu'on appelle ODD. Et à la fin de cette unité d'enseignement, on devait répondre à un QCM, questionnaire en ligne, où on devait recracher tout ce qu'on avait entendu en termes de données, en termes de leçons qu'on avait dans chaque vidéo des 17 piliers. Voilà. Et pour vous dire, dans les vidéos, ce qui m'a vraiment, on va dire, fait rigoler, ça m'a pas non plus énervé. Alors ça m'a peut-être énervé dans le sens qu'on nous a pris un peu pour des imbéciles, hein, dans le sens que par exemple dans l'ODD 3, on nous explique à la fin de la vidéo, pour résumer, l'État français se mobilise pour l'accès aux soins à tous. Alors ça m'a fait bien rigoler parce que quand on avait le pass sanitaire, on empêchait une partie de la population non vaccinée d'aller se rendre dans des cliniques sans pass sanitaire. Donc je suis désolé. Voilà, c'est pas tout à fait vrai. Et d'autant plus que là, avec la loi de la sécurité sociale, j'ai vu dernièrement qu'ils veulent dérembourser les médicaments pour des médecins non conventionnés. Donc c'est pas très égalitaire parce que de plus en plus de médecins se déconventionnent, y compris dans les milieux ruraux. Et donc les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer déjà à la fois le médecin, mais en plus les médicaments, voilà, ça va creuser les inégalités. Donc l'ODD 3 à la poubelle, hein. Ensuite, on avait l'ODD 13, notamment sur le changement climatique. Alors là, on ne parle pas de réchauffement. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de la vidéo, avec un ton vraiment très autoritaire, enfin autoritaire entre guillemets, et avec un ton vraiment insistant qui te met la pression, eh bien ils disent voilà, les changements climatiques. Alors, ils parlent des changements climatiques. Alors, je crois que c'était le changement, le réchauffement, mais en fait, il y a plein de changements différents. Donc là, on est un peu perdu. Et donc, ils impactent de façon très néfaste notre vie future et il est de notre devoir de lutter contre ce fléau mondial. Donc, c'est un nouveau fléau à la mode contre lequel toute la population va devoir se mobiliser et il est de notre devoir. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu ce que disait Macron dans une déclaration de fin d'année, je crois que c'était en 2021, où il expliquait que les devoirs passaient avant les droits. Et donc, si on ne remplit pas notre devoir de lutter contre le changement climatique, eh bien, on pourrait dire bye bye à nos droits. Voilà, c'est ce à quoi cela me fait penser. Et la deuxième partie de cette UE, c'était comment on appelle ça, l'initiative, l'aspect One Health. One Health, c'est une idée qui provient de l'OMS, généralement, notamment, qui s'appelle Une seule santé, qui vise à mettre ensemble toutes les mesures relatives à la protection sanitaire dans le domaine animal, humain et de la nature, de la terre, etc. Donc ils veulent fusionner tous ces concepts-là. Alors ça peut paraître à première vue plutôt une belle idée, sauf que si on réfléchit sur ce qui se passe, notamment on a vu avec la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, où l'État français a imposé l'abattage systématique de tous les bovins, alors à chaque fois dans une ferme. Donc là, on a eu le cas en Ariège, sur 209 vaches, il n'y en avait qu'une qui était malade, ils ont abattu tout le reste. Alors, il n'est pas, c'est pas très clair, est-ce que c'est l'Union européenne qui l'impose? On a des avis divergents selon les textes.
Voilà, c'est un peu compliqué, mais admettons que l'Union européenne soit derrière cette obligation. Eh bien, vous voyez avec le projet One Health, et notamment aussi avec, je vais passer la diapo, je vais, voilà, avec notamment le règlement sanitaire international de l'OMS, qui a été d'ailleurs adopté le 20 mai 2025. Eh bien, ça va donner les pouvoirs, tous les pouvoirs à l'OMS sur les États, alors que d'habitude, c'est les États qui suivaient les recommandations, selon leur volonté. Là, maintenant, ce sera un outil d'obligation. Donc, si je vous donne un exemple, moi, c'est ce que je vois, hein, notamment avec la gestion de la DNC. Bah, si l'OMS dit que attention, il y a un risque sanitaire, il faut absolument abattre toutes les vaches de toutes les fermes qui seraient potentiellement asymptomatiques ou malades de la DNC, et ben ils imposent une obligation, en fait, tous les États vont devoir appliquer cette obligation sans distinction, parce que l'OMS l'aura décidé. Donc moi, c'est ce que je vois à travers ce traité pandémie, et c'est absolument gravissime. Et donc il faut absolument que les gens se réveillent, hein, et disent bah non, 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 on veut réfléchir, on veut on veut quand même garder notre souveraineté déjà alimentaire, mais aussi notre souveraineté en termes de santé publique. Aussi, dans ce programme, One Health, les enseignants nous ont fait un petit cours rapide sur l'origine du Covid, du SARS-CoV-2, en nous disant que l'origine était naturelle, en nous parlant de la chauve-souris et du pangolin, alors que ça fait depuis 5 ans au moins que l'hypothèse notamment du pangolin a été mise à la poubelle. Donc à un moment donné, je pense que ce serait peut-être plutôt pas mal que la fac sorte de la grotte de chauve-souris pour aller peut-être inspecter un peu plus en profondeur sur les origines Ils ont encore osé parler du de ce pangolin. virus. Oui. Et voilà, ça, bon, ça m'a fait un peu rigoler, mais bon, voilà, même encore aujourd'hui, en master, on a eu des cours sur les virus et on nous dit encore, oui, l'origine est naturelle. Et les profs ne savent même pas que maintenant, l'Académie nationale de médecine, bah, maintenant, penche en faveur de l'origine à laboratoire, notamment à cause du site furine qui a été rajouté. Voilà. Et bon, ça finira par venir. Et donc, ensuite, ce programme de l'agenda 2030. En fait, c'est un programme qui a été pensé par l'ONU et un petit peu par l'OMS pour appliquer leur vision du monde, de l'écologie, de tout ce qui s'ensuit à l'échelle mondiale à l'horizon 2030. Et j'ai un peu remonté la piste pour essayer de comprendre d'où ça vient, parce que tout à coup, j'arrive en L3, la matière n'existait pas et d'un coup, voilà, elle nous est imposée. Et j'avais envie de voir en fait qui était derrière. Je savais que la prof nous avait dit qu'il y avait l'État derrière, mais j'ai un petit peu remonté la piste un peu au-delà. Et donc, et bien en fait, j'ai remonté la piste, c'est l'AFD. L'AFD, c'est l'Agence française de développement, qui est financée en grande partie par les impôts, voilà, l'argent public. On verra le chiffre un petit peu après. Et l'AFD est sous tutelle de ministères, et donc c'est le gouvernement qui contrôle et qui finance l'AFD, qui a nos impôts. Et j'ai vu en même temps que l'État, effectivement, a signé un contrat d'objectif avec l'université Aix-Marseille qui vise. Alors, je passe à la diapo. Ah, je ne le vois pas. Voilà. Ah non. Voilà. Excusez-moi. Donc, ce contrat d'objectif a été signé donc, entre le gouvernement et la fac d'un montant de 13 millions d'euros qui vise à se mettre d'accord pour imposer une unité d'enseignement autour du développement durable pour tous les étudiants de l'université, au moins du premier cycle, c'est-à-dire tout ce qui est licence. Voilà, donc voilà, avec l'argent, ben voilà, ils ont décidé d'appliquer ce programme. Donc voilà, c'est confirmé, c'est bien l'État français qui est derrière ça. Mais le pas que. formatage à l'université. Voilà, mais pas que aussi. Donc, il faut savoir aussi que le gouvernement est directement lié à cela, mais j'ai découvert aussi que l'AFD, l'Agence française de développement, c'est elle qui conçoit en partie les contenus d'Agenda 2030. Comment je l'ai remarqué? En fait, quand j'ai eu le QCM qui était noté,
les questions, enfin bizarrement, je me suis rappelé de plusieurs questions et je suis allé mettre les questions sur internet. Je me suis dit: «Allez, au par hasard, on va voir». Parce que les questions, elles viennent pas peut-être pas de nulle part, c'est pas peut-être pas la prof qui a imaginé toutes ces questions et j'ai découvert que 100 des questions, donc l'intégralité des questions du QCM, étaient basées sur un document de l'AFD, qui est également un QCM, heu, où c'est carrément, une formation que l'AFD avait proposée pour valider un diplôme, une compétence en matière de développement durable. Donc en fait, c'était même pas la fac d'Aix-Marseille qui avait fait le QCM, c'était donc, l'Agence française de développement qui est sous tutelle de l'État. Donc voilà, donc ça pose question quand même sur, l'indépendance, d'autant plus que l'AFD reçoit aussi de l'argent, de l'Union européenne, de la Banque mondiale et également un petit peu de la fondation Bill et Melinda Gates, qu'on retrouve à chaque fois partout, hein, cette généreuse fondation. Et quand on regarde d'un peu plus près cette agence, eh bien, donc elle est sous tutelle de 2 ministères, donc Affaires étrangères et économie numérique. Et comme j'ai dit, donc elle conçoit les programmes universitaires sur l'agenda 2030 et parmi les principaux financeurs, donc plus précisément la fondation Bill and Melinda Gates finance à hauteur de 229 millions de dollars depuis 2009. Alors c'est peut-être marginal par rapport au reste, mais c'est quand même quelque chose, hein, c'est quand même des millions, hein, Mais dont rien on que ça, parle. ça devrait interpeller L'État français, sérieusement. oui, oui, parce que comme on l'a vu avec, notamment avec le Covid, bah, on a vu qu'ils ont déversé, des centaines de millions, voire des milliards, à plein d'institutions, notamment universitaires, des médias, des études scientifiques. Donc ils ont une influence considérable quand même sur, la santé publique à l'échelle mondiale. Et l'État français donc verse, via nos impôts, hein, qu'on paye, on nous dit d'ailleurs qu'on est en dette, qu'il va falloir se serrer la ceinture, mais il verse quand même 2,8 milliards d'euros par an à l'AFD pour nous pondre des programmes sur l'agenda 2030. Voilà, en partie, quoi. On a donc, l'Union européenne, pareil, qui finançait à hauteur de 500 millions d'euros, de dollars, d'euros, ouais, j'ai mis dollars, c'est euros, hein, en 2019. On a aussi des marchés financiers privés. Alors là, c'est pas totalement transparent, mais j'ai vu dans les documents qu'ils finançaient à un pourcentage conséquent. Donc on a quand même du privé qui est derrière ça. Et parmi les partenaires, vraiment publiquement affichés, on a la fondation Rockefeller, voilà, dont on a vu, qu'ils étaient impliqués dans des, simulations de pandémie, on avait vu ça pendant le Covid. L'OMS, qui est partenaire, notamment qui, aussi dont le 1er financeur, c'est, la fondation Gates, parce que Gates, finance l'OMS et la Gavi et Gavi plus l'OMS est au-dessus des États-Unis et en plus, dernièrement, les États-Unis se sont retirés de ce que j'ai vu. Donc c'est Bill Gates qui est le 1er financeur. On a l'ONU, évidemment, le Fonds vert pour le climat et comme j'ai dit tout à l'heure, la Banque mondiale. Donc on a, les mêmes personnes, qu'on a vues pendant le Covid, qui se soucient de notre santé, de notre planète, qui, voilà, se mettent partenaires, pour, laver un peu le cerveau, de la jeunesse. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour, l'agenda 2030, ce que j'avais à faire en termes de témoignages et de résumé d'enquête. Et dans le Alors deuxième là, article de maintenant, Juste on va Milieu, arriver vers du sérieux et du concret là, avec ce que tu nous présentes ici. Soyez très attentifs, les amis. voilà. Et bien là, donc j'ai continué un peu mon enquête. Alors j'avais déjà enquêté depuis 2022, mais je suis allé un petit peu plus en profondeur, dernièrement. Et bien j'ai découvert que dans les 17 piliers des objectifs du développement durable de l'ONU, eh bien on voit que dans une publication, faite sur les réseaux sociaux par, les Nations unies, eh bien on voit une carte, d'Oblak, la carte qui a été, conçue par, la société suédoise Doconomy, qui vise à, mettre un stop, qu'on appelle ça un mode de blocage de la carte dès que le quota d'émissions carbone a été atteint. Et ce qui est quand même assez interpellant, c'est que dans la publication de l'ONU, ils mettent cette carte carbone dans le cadre du 13e pilier des 17 objectifs du développement durable. Le 13e pilier, c'est l'action sur le climat, contre le réchauffement climatique. Donc il y a un lien en fait potentiellement avec cet agenda 2030. Et c'est l'ONU, donc c'est public, c'est pas moi qui le dis, c'est officiel, hein.
Et d'économie, donc j'ai retrouvé certaines déclarations aussi, notamment de la cofondatrice de d'économie qui explique qu'avec Do Black, il n'y a plus d'excuses et grâce avec notre collaboration avec le secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques, Mastercard, que vous connaissez très bien avec vos cartes bancaires, mais ils le disent pas, mais il y a aussi Thales qui est derrière, qui est une société privée qui travaille beaucoup sur l'identité numérique aussi, hein. On a vu avec le digital identity qu'ils avaient conçu. Et donc tout ça, donc la carte Do Black permettra aux gens de faire leur part pour contribuer aux objectifs de réduction de carbone de 2030 et au-delà. Et là, on parle encore de 2030, donc on voit bien qu'on est dans le domaine de l'agenda 2030. Donc il y a un lien déjà. Ensuite, voilà. Pour résumer, pour aller un peu plus loin après, je vous ai fait un petit cartel en cours d'élaboration parce que voilà, j'ai commencé mon enquête, mais petit à petit, on va voir de nouvelles choses qui vont sortir grâce notamment à beaucoup de personnes qui adorent éplucher les documents qui font 400 pages et qui sont hyper longs à lire. Eh bien, on voit clairement qu'il y a une collaboration donc entre Mastercard, Doconomy, Thales, qui sont des entreprises privées, qui collaborent pour travailler sur cette carte, ce futur passe carbone, qui a reçu l'approbation par l'ONU parce qu'ils en font une promotion d'enfer, hein, pour dire que voilà, c'est une solution, il va falloir réfléchir de près à cette solution-là. Mais on retrouve aussi le Forum économique mondial qui en a fait un article pour dire que voilà, c'est une solution pour lutter contre le changement climatique. Ils avaient aussi fait un article qu'on verra juste après, disant que le Covid-19 a été le test de la responsabilité sociale et que, comme on avait vu par le passé, on a eu quelques petites tentatives de mettre en place des permis carbone un peu insidieux de la population, mais ça ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, bah, avec tout ce qu'on a observé, bah, on va peut-être pouvoir trouver une autre stratégie. Donc voilà, ça se prépare. Et j'ai découvert aussi dans mes recherches que Doconomy bah, commence à se rallier, à créer un partenariat avec Crédit Agricole, qui est une grande banque française, pour mettre en place un outil visant à calculer l'empreinte carbone de chaque utilisateur de personnes qui ont un compte au Crédit Agricole. Voilà, on va le voir juste après un peu plus en détail. Et évidemment, vous voyez qu'ensuite le gouvernement, bah, c'est celui qui va recevoir toute donc l'approbation, qui va recevoir aussi tous les dispositifs qui s'appellent Innovation, voilà en anglais, et il va du coup l'appliquer ensuite, comme je l'ai montré tout à l'heure avec l'agenda 2030, le programme avec les ODD, etc., aux écoles, aux universités, l'appliquer aux entreprises et évidemment aux citoyens, notamment par des lois. Et aussi par les médias, parce qu'on a vu que une partie de la presse, notamment France Télévisions, qui est directement sous tutelle de l'État, c'est l'État qui paye. Et on a aussi l'Union européenne qui va mettre son petit grain de sel. Alors, est-ce que Crédit Agricole est la seule banque française actuellement? Alors, à ma connaissance, oui. Peut-être que là, dernièrement ou plus tard, il va y en avoir d'autres qui vont se mettre. Mais actuellement, j'ai pas vu d'autres banques qui seraient en lien direct avec l'économie. Mais bon, Crédit Agricole est quand même une banque majeure. Donc voilà, c'est quand même assez alarmant. Je poserai la question à mes banquiers qui ne sont pas Comment? du Crédit Agricole. Je poserai la question à mes banquiers qui ne sont pas du Crédit Agricole. Tu fais bien. Je te répondrai. C'est gentil, merci. Par la suite, donc j'ai continué mon enquête et je suis tombé sur un document de l'État français qui s'appelle Action publique et ils ont fait tout un chapitre sur la carte carbone. Et ce document est quand même assez vieux, il date de, je sais plus quelle année exactement, 2021. Ouais, c'est récent, pardon. Et on a vu, en fait, ce document explique comment on pourrait mettre en place ce permis carbone pour que quand même la majorité soit contente, parce que si on restreint de manière hyper dure les libertés, à un moment donné, les gens vont pas être d'accord. Et surtout les personnes qui ont de l'argent. Voilà, notamment ceux qui profitent de prendre de l'avion tous les 3 jours. Voilà, il y en a. Hein. Eh bien, ils ont trouvé une solution. Et là, ça casse complètement le truc, parce que on nous dit, il va falloir limiter les émissions de carbone, et donc il faut limiter les émissions pour tout le monde. Sauf que là, ils ont mis en place, enfin, ils ont réfléchi à
une manière pour que les personnes qui veulent continuer à profiter du droit entre guillemets à polluer, c'est-à-dire à prendre l'avion tous les mois, eh bien de pouvoir racheter des droits d'émission carbone à d'autres personnes qui en ont et qui n'ont pas suffisamment potentiellement d'argent pour pouvoir les utiliser. Donc ils disent que les quotas sont échangeables. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui est aisée, qui a les moyens d'acheter donc des droits. Voilà, on parle quand même de droits à vivre quand même, à des personnes pauvres qui déjà n'auront pas d'argent, mais qui en plus vont céder leurs droits du coup à vivre tout simplement, à prendre la voiture, à acheter un avocat au supermarché, etc. Donc en fait, tout est fait pour casser la révolte en fait, pour diviser les gens. Donc on le voit, hein. Et, et en plus là, ils sont en train de mettre en place une stratégie d'ingénierie sociale. Là, par exemple, là, on voit notamment que l'État français a déjà mis en place une stratégie dans un document pour faire adhérer à ce principe, notamment la jeunesse. Donc il faut s'attaquer à la jeunesse d'abord, parce que c'est elle qui va être l'acteur principal de ce dispositif à l'avenir. Donc là, le document Stratégie nationale bas carbone explique qu'il va falloir sensibiliser aux enjeux climatiques pour les citoyens et notamment proposer des projets pédagogiques qui portent sur la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, notamment sur la consommation et le calcul de l'empreinte carbone. Bah voilà, le pass climatique, on va compter chaque gramme de carbone qu'on va émettre. Crédit Agricole qui est en train de mettre en place un outil pour qu'on puisse compter, enfin calculer à chaque fois notre empreinte carbone. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est l'appliquer dans les collèges, les lycées, les universités et dans les centres de formation d'apprentis. Alors, j'ai pas encore entendu parler honnêtement de passe climatique à l'école, mais ça va venir. Ça va arriver à un moment donné. Et en plus, j'ai découvert que l'université de Lille a initié la chose. Ils ont carrément fait une vidéo qui dure 2 ou 3 minutes, qui présente la carte carbone universitaire, qui vise à, bon, sous prétexte, enfin, au début du volontariat, chaque étudiant de l'université de Lille aura une carte carbone qu'il pourra dépenser à sa guise, et dès qu'il atteindra un quota, ben, il n'aura plus le droit simplement de consommer. Voilà. Donc petit à petit, ils infusent l'idée dans le cerveau, en tout cas, des jeunes, notamment justement à partir de l'école. Et Et on a vu pourtant, un aussi que, certain réchauffement climatique serait le bienvenu dans le nord de la France. oui, oui, avec, ouais, bah, en ce moment, il fait super froid. Même nous, dans le sud-est, même à Marseille, franchement, on a eu super froid là, ces derniers jours, c'était insupportable. Là, je me suis dit: «Non mais, en fait, plus il nous parle de ça et plus il fait froid», j'ai l'impression. Donc va falloir crier au refroidissement climatique pour que ça se réchauffe un peu. Bref, et donc voilà, voilà, petit à petit, donc ça, cette idée-là, elle s'infuse insidieusement. Et même, je l'ai vu dans des reportages, là, je le mets pas dans la présentation, mais j'ai vu, dans des reportages type Cache Investigation, France Info, où ils commencent à parler des limitations carbone, avec des passes, des cartes carbone pour, empêcher les gens de prendre l'avion et empêcher les gens de trop consommer, de trop émettre du carbone. Donc petit à petit, ça rentre dans la tête des gens. Et surtout, on insiste à chaque fois sur, la gravité, heu, on va tous mourir, les îles vont disparaître, on va tous se suffoquer, on va manquer d'eau. Donc là, en fait, c'est la même stratégie qu'avec le Covid, dans le sens qu'on instille la peur. Voilà, la peur, de mourir, la peur de manquer, et donc et justement cette peur-là va inhiber tout ce qui est, notamment la réflexion, le bon sens, et ça va nous amener à faire n'importe quoi et à agir, de manière totalement irrationnelle. Et aussi donc parmi les promoteurs, collaborateurs, donc évidemment j'avais cité les Nations Unies, qui se félicitent de cette initiative, voilà, qui est toute contente. Et on a Macron en 2022, c'était le 1er septembre, qu'il avait annoncé que le climat va être au cœur de l'action de notre pays et que l'objectif sera de prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant, donc là on va parler à l'échelle individuelle, pour avoir un système de contraintes. Mais bon, qui dit contrainte, dit restriction des libertés. C'est clair comme de l'eau de roche, hein. Oui, on sait très bien ce Et que ça signifie dans sa bouche. voilà, c'est ça.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a le Forum économique mondial qui avait parlé du Covid-19, comme quoi c'était le test. Voilà, on nous a testé. Là, c'est pas complotiste, là, c'est publié sur le site du Forum économique mondial. Le Covid a été un test d'ingénierie sociale. Et là, ils vont essayer, ils vont faire un test encore sur nous pour voir si on est prêt à accepter des mesures liberticides au nom du climat, au nom du réchauffement climatique. Et là, on voit le petit article qui présente la carte de crédit pour limiter les émissions carbone avec un blocage avec la carte Doublac. Et voilà, j'avais parlé tout à l'heure donc de la collaboration entre Crédit Agricole et Doconomy. On a le fondateur de Doconomy qui explique qu'ils ont une volonté d'intégrer le marché français parce que voilà, comme ils ont vu qu'on est quand même assez obéissant, eh bien, ils ont un avenir prometteur de rentrer chez nous. Et le secrétaire général du Crédit Agricole parle d'innovation. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à notre UE innovation projet tutoré qu'on a à la fac. Voilà, on nous explique voilà le blablabla, l'innovation, et en fait on comprend pas trop qu'est-ce qu'ils racontent. Mais en fait, l'innovation pour eux, c'est la vaccination généralisée. L'innovation, ce sera des mesures pour lutter contre les réchauffements climatiques. Alors, on nous parle pas encore de restrictions, mais ça va venir. Et donc là, ils disent que cette innovation, la carte carbone, eh bien, est la bienvenue. Elle s'inscrit dans la finalité du Crédit Agricole. Et il dit que nous sommes convaincus du grand intérêt de cette application et impatients de voir comment elle recevra l'adhésion des consommateurs. Voilà, ils sont impatients de voir est-ce qu'on va accepter cet outil. Et donc, en fait, ils vont voir est-ce qu'ils vont pouvoir aller plus loin par la suite. Parce que là, pour le moment, ce sera du volontariat. Il n'y aura pas de restriction, ce sera juste un calcul d'empreinte carbone. Et s'ils voient que ça marche, l'outil sera installé et ils pourront aller plus loin. Voilà, on l'a vu avec le Covid, avec le pass. On nous a dit avec le pass, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste dans les frontières, ou alors pour les grands rassemblements de plus de 1000 personnes, mais jamais de la vie, ça sera dans les restaurants, jamais on imposera d'obligation. Et petit à petit, ils ont mis le pass sanitaire, ils ont restreint le nombre de personnes dans des groupes, et ils l'ont mis dans les restaurants, dans les commerces, les transports en commun. Ensuite, ils ont mis l'obligation, et après, ils sont allés sur le pass vaccinal. Donc, ils ont durci petit à petit les restrictions. Et voilà, si on a eu de l'expérience du Covid, on peut s'imaginer que on va aller dans le même sens. En tout cas, moi, c'est ce que je crains. Et encore une fois, pour instiller cette idée dans dans l'esprit collectif, eh bien, il y a une propagande qui se met en place, notamment par la presse mainstream avec TF1, Le Parisien, Les Échos qui nous parlent du pass climatique, comme quoi ce serait potentiellement la solution qui pourrait nous sauver du réchauffement climatique. Et rappelle-toi, on a eu une émission entière de BFM TV en 2022 qui carrément expliquait, enfin avait simulé deux scénarios. Le premier, c'était le scénario où on n'agissait pas pour le climat et donc la Terre, elle brûlait tout simplement. On avait 40 degrés, 50 degrés, c'était la catastrophe. Et le deuxième scénario où on a appliqué des restrictions, voilà, on a sauvé la planète et bravo à tout le monde, la tour Eiffel est éclairée en vert et c'est aussi grâce au pass climatique, enfin à la carte carbone comme il appelle, ou au permis carbone qui a permis de sauver la planète d'un réchauffement climatique, disent-ils, causé par les humains. Et donc voilà, ils ont fait cette émission-là pendant, je crois, 1 heure ou 2, et d'ailleurs vraiment, ils ont vraiment mis la forme. Le premier scénario tout en rouge, voilà, là, c'est une catastrophe, et les scénarios en vert, voilà, c'est génial, voilà, présenté comme un outil liberticide, comme quelque chose qui va nous libérer. Voilà, on est encore dans l'inversement des valeurs, dans la perversion du vocabulaire et des valeurs tout simplement. Donc c'est exactement, en fait, sur plein de points, ça se transpose à ce qu'on a vécu pendant le Covid. Et voilà, et pour la fin, voilà, je vous ai mis des références pour ceux qui veulent chercher davantage, qui veulent vérifier ce que j'ai raconté. Et je vous invite aussi à les chercher. Et si vous trouvez de nouvelles infos, communiquez-les sur les réseaux et pour que, voilà, que les gens, que la population sache qu'est-ce qui lui pend en est en fait. Merci Léo, tout ça c'est vraiment très très clair, c'est une belle exposition de ce qui nous attend. Maintenant reste à chacun de chercher à réagir
pouvoir chercher à dire d'une manière ou d'une autre non et ce non négociable, et surtout de chercher à réinformer autour de soi et de se rendre compte qu'on est en train de dériver grandement et que c'est vers une dérive totalitaire, mais complète. Hein. C'est plus qu'une dictature, c'est du totalitarisme, c'est l'empreinte complète sur notre vie de ce système politique et médiatique. On a l'impression quand même d'être encore, comme du temps du Covid, comme le petit poussé qui doit affronter le géant. Ça ne va pas forcément être très simple. Malgré tout, chacun d'entre nous va devoir mettre la main à la pâte et faire sa petite part pour pouvoir se sortir de cette impasse dramatique dans laquelle on se retrouve, parce qu'il s'agit quand même de notre qualité de vie et de nos libertés, non seulement de mouvement, mais nos libertés d'agir, nos libertés de consommer ou de ne pas consommer. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi ? Tu penses que réellement, ces choses-là vont se mettre en place, ou finalement, ça ne reste juste des effets d'annonce et rien n'apparaîtra ? Moi, je pense que ces effets d'annonce, justement, c'est une manière pour mesurer un peu la température. S'ils voient qu'il y a très peu de contestation, ça veut dire que ils peuvent continuer de réfléchir à cet outil. Bon, et s'il y a, au contraire, il y a un peu de contestation, ils peuvent réfléchir à comment faire autrement pour installer l'outil de manière plus judicieuse, voilà, puis insidieuse, pardon. Et sinon, est-ce que vraiment ils vont le mettre en place ? Honnêtement, je suis pas devin, je sais pas si vraiment ça va se faire un jour, malgré tout ce qu'on voit, tout ce qui s'y profile. Moi, je crains que justement ils le mettent en place, et notamment je vois autour de moi, dans la population, et notamment dans mon entourage à la fac. C'est vraiment instillé dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire collectif, que voilà, c'est un fléau mondial, il va falloir absolument agir, peu importe les conséquences, peu importe si ça empiète nos libertés, et bien voilà, c'est rentré vraiment dans les mœurs. Donc partant de là, moi je suis assez sceptique sur ce qui va se passer, notamment en population générale. Après, je pense que même si ils installent cet outil, s'ils arrivent à parvenir à leur fin, ils pourront pas contrôler tout le monde. Il faudra, je pense, que prendre nos responsabilités et essayer de développer au maximum notre autonomie. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, et moi, franchement, je partage leur avis. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui crée notamment la soumission, enfin, ce qui crée la dépendance envers l'État, c'est en fait, sur plein de domaines, énergétiques, alimentaires, la santé. Quand on manque de connaissances, on se réfère à l'État, on lui fait confiance. Quand on ne sait pas, on se dirige vers celui qui sait. Mais là, on arrive vraiment dans une situation, et de toute façon, après, on le voit au niveau des services publics, donc ça, c'est encore un autre débat, tout s'effondre. Eh bien, c'est vraiment le moment pour ensemble, on construise de la connaissance, comment se soigner, comment soigner les autres, même les animaux. Bon, on l'a vu avec la DNC, donc il va falloir, voilà, pour essayer de ne plus dépendre de là, de plus dépendre de leurs obligations, qui sont totalement absurdes et délétères. Aussi au niveau alimentaire, essayer de trouver se rapprocher des zones où il y a de la terre, acheter de la terre, planter des légumes, des fruits, etc., pour qu'on ait un minimum d'autonomie en termes d'alimentation. Se rapprocher aussi des fermes, les soutenir, parce que voilà, les agriculteurs aussi ont un rôle quand même dans cette souveraineté alimentaire. Également énergétique, notamment voilà, essayer de capter l'énergie solaire, éolien, etc., au niveau local, sans dépendre des infrastructures de l'État, parce que du jour au lendemain, avec la dictature qui s'annonce, du jour au lendemain, ils coupent le robinet, que ce soit de l'eau, que ce soit l'électricité, voilà, ils auront les pouvoirs. Donc voilà, l'objectif, vraiment, ce sera de cultiver au maximum l'autonomie. Après, c'est facile de dire ça, on n'est pas tous égaux, beaucoup habitent en ville. En ville, je sais très bien que ça va être très compliqué
d'être autonome. Donc ceux qui veulent vraiment ne pas participer à ce système-là, bah, la meilleure chose à faire, ce sera de quitter la ville, hein. Parce que comme je l'ai expliqué dans mon livre à la fin, la plus grande des prisons qui est en train de se construire, c'est en fait la ville, hein. Voilà. Où on a notamment justement des caméras de partout, donc le moindre fait et geste est contrôlé, les impôts, enfin voilà, il y a tout. Voilà, c'est un tout qui fait que voilà, la ville, ça va être un lieu très compliqué en termes de liberté. Mais en campagne, alors quand je parle de campagne, c'est pas non plus des mini-villes, c'est vraiment être dans un lieu vraiment boisé, dans un lieu où on est en contact avec la nature, où si demain ils nous mettent un pass vaccinal mondial, bah en fait pour nous ça changera rien parce qu'on va continuer de vivre comme on vit et en fait ils n'auront aucun pouvoir sur nous. Et s'ils décident de couper le salaire, bah, si on a de l'eau, si on a de l'énergie, si on a de l'agriculture autonome et qu'on fait nous-mêmes, bah, ils auront beaucoup moins d'impact sur nous. Donc ça nous permettra de tenir beaucoup plus. Mais en plus, il faut aussi créer des réseaux de solidarité parce qu'on ne peut pas non plus vivre tout seul. Il faut vivre en communauté, avec des gens de confiance. Et c'est ça, en fait, c'est aussi ça qui fait qu'on fait société. Donc voilà aussi donc l'objectif au final, c'est de carrément de créer une société parallèle sans essayer de détruire l'autre, parce que de toute façon, on voit que le mur en face est extrêmement solide, et dès qu'on essaie de le franchir, on se fait taper dessus et d'une manière extrêmement violente. Donc voilà, l'idée, c'est de créer notre société à côté et de cultiver notre libre arbitre. Et aussi à chacun, comme j'ai expliqué dans mon livre, voilà, on n'a pas tous également les mêmes envies, les mêmes intérêts. Donc ce sera à chacun de décider un peu son libre arbitre, à quel point on met le pied entre le système et entre bah, la société parallèle pour notre liberté. Donc chacun définira en fait ses besoins, voilà, de ses besoins de liberté en fonction de ce qu'il aime faire en fait dans la vie, quoi. Merci beaucoup Léo. Je rappelle le titre de ton livre ici, Plus jamais ça, sorti en 2024. N'hésitez pas à le relire, le reprendre. Et éventuellement, si vous n'êtes pas abonné, les amis, à cette excellente revue de Rémi de Juste Milieu, n'hésitez pas non plus. Vous y retrouverez Léo, mais aussi beaucoup d'autres personnes avec des sujets divers et variés, mais fort intéressants. Et surtout quand on vous parlera de responsabilité collective, de lutte contre les inégalités, de mobilisation, regardez ce qu'il y a derrière les mots que vous balancent les hommes politiques et les journalistes. Ça n'est pas pour votre bien. Ceux qui pensent encore que l'État veut votre bien, c'est que vous n'avez pas bien appris ni de la crise Covid, ni de l'histoire avec un grand H. Merci à toi Léo. La semaine prochaine, nous allons accueillir Franck Ziegler, qui s'est fait distinguer récemment, notamment sur les réseaux sociaux, pour avoir porté plainte au Conseil de l'Ordre des médecins concernant les déclarations d'un médecin urgentiste de la région parisienne, que je ne nommerai pas ici pour ne pas lui faire de publicité. On ne va pas spécialement discuter de ça parce que cet individu, l'urgentiste en question, ne mérite pas trop qu'on s'attarde sur son sujet, mais on va parler médecine, on va parler perversion de la médecine ensemble, et on va parler aussi médecine de demain avec le docteur Franck Ziegler, que j'aurai plaisir à accueillir pour la première fois ici. Merci à toi Léo, à très bientôt, on reste en contact. Et si j'ai du nouveau de la part de mes banques concernant la question dont nous avons discuté au départ, c'est-à-dire s'ils connaissaient Doconomy, eh bien je t'en informe. Et là aujourd'hui c'est lundi, et j'ai beau leur avoir posé la question durant l'émission, ils ne répondront pas, les bureaux sont fermés. Donc ce sera pour une prochaine. Merci Léo, à très bientôt. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser, à la relayer autour de vous, et elle sera disponible sur Crowdbunker de Journalistes Sans Frontières, et elle sera disponible sur la chaîne YouTube d'Éric Montana. À très bientôt. Merci. Merci.